On part sur la pulpe. Je me réinvente un petit peu au niveau des transitions. Je suis très très En heureux. vrai, ouais, c'est un peu répétitif par contre au sein de l'émission. Mais Ah oui, non, mais je le fais jusqu'à la fin de l'émission, il va falloir s'y faire. c'est une émission thématique. Armance, très très hâte que tu nous parles de ce de quoi tu viens nous parler, tout simplement. C'est ça, exactement. On parlait de synchronisation, on va parler de danse. Et on va essayer de relever un peu le niveau pour contrebalancer les blagues sexistes des années 70. Exactement. On va mettre en valeur une femme incroyable qui a marqué l'histoire de la danse. Et ça va me permettre aussi de faire un petit lien avec The Run qu'on a déjà évoqué, notre marathon qui va avoir lieu dans 2 semaines, puisqu'on va aborder la danse dans une perspective thérapeutique. Donc vous allez voir un peu pourquoi, ça va être un peu, on va approfondir un peu le sujet à la fin, mais du coup ouais, ça peut être relié un peu à l'Armée du Salut qui a tout un domaine d'action dans le médico-social. Mais bon, en tout cas aujourd'hui, Nini, tu peux envoyer le premier média. On va parler de Anna Halprin, qui est une danseuse et chorégraphe qui est considérée comme une des pionnières américaines de la danse contemporaine et comme une figure de proue de la danse post-moderne. Alors ça, j'ai déjà évoqué pas mal de concepts un peu abstraits peut-être pour vous. Est-ce que quand je vous parle de danse contemporaine et de danse post-moderne, vous avez un peu des images qui vous viennent à l'esprit ou pas? Moi, j'ai une image de toi en danse contemporaine. Effectivement. En vrai, perso, danse contemporaine, oui, ça me vient à l'esprit. Postmoderne, je vois moins à quoi ça fait référence. Ouais, pareil. Ouais, en vrai, c'est un peu une question piège parce que la danse contemporaine et la danse postmoderne, en vrai, même dans le monde de la danse, c'est hyper flou. On a beaucoup de mal à définir tous ces courants qui sont en fait assez récents finalement. Okay. En fait, on les mélange souvent entre danse moderne, danse postmoderne et danse contemporaine parce que ces 3 courants, ils ont en commun d'être en rupture en fait avec le côté un peu académique de la danse classique, avec tous les codes extrêmement réglés de ce genre artistique-là. Mais chaque courant va rompre avec la danse classique un peu d'une manière un petit peu différente et à une période un peu différente. Puisque quand on parle de danse moderne, en général, on parle plutôt des pionniers qui sont apparus qui ont créé plutôt de nouvelles techniques de danse dans la première moitié du XXe siècle. Une des figures de proue de ce courant-là de la danse moderne, du coup, c'est Isadora Duncan. Si tu veux envoyer le 2e média, Nini. Isadora Duncan, c'est une danseuse et chorégraphe qui s'inspirait justement, donc on peut le voir un petit peu sur les images, des sculptures de la Grèce antique. Ouais, grave. Et qui proposait un style de danse assez, vraiment fondé sur la spontanéité et sur le côté un peu naturel, très fluide, très libre finalement, dans la liberté d'expression. Ça fait théâtral, j'ai l'impression un peu. Alors en vrai, théâtral, pas spécialement, mais c'est vraiment le côté assez presque champêtre et assez fluide et assez. Ok, ouais. C'est très léger, très libre en fait. D'ailleurs, les tissus un peu comme ça, les robes qui volent, tu vois, ça donne une fluidité au corps. Qu'on peut retrouver un peu dans la danse classique, mais c'est beaucoup plus libre en fait, beaucoup plus aérien, je sais pas comment dire, comment vous décrire ça. Mais ce qui est intéressant avec Isadora Duncan, c'est qu'elle est liée un petit peu à Anna Halprin, puisque Anna Halprin, c'est un peu la première formation en danse qu'elle a suivie, une formation avec la technique d'Isadora Duncan. Okay. Après, pour ce qui est de la danse post-moderne, là encore, on est en rupture avec la danse classique, mais ça s'inscrit du coup plutôt dans la 2e moitié du XXe siècle, aux États-Unis, c'est parti des États-Unis. Et l'idée ici, c'est par rapport à la danse moderne, il y a certaines figures aussi qui ont encore, autres qu'Isadora Duncan, qui ont marqué la danse moderne. La danse postmoderne, elle va un peu s'opposer à ces figures-là. On s'oppose notamment à la théâtralité de Martha Graham. Si tu veux envoyer le 3e média, il y a quelques images de Martha Graham. Donc voilà, vous pouvez pas très très bien voir peut-être à l'écran, mais on voit quand même sur le visage des visages très très expressifs, et puis même le jeu sur le tissu qui est assez, assez impressionnant. Donc ça, c'est Martha Graham. Voilà, exactement. Et on s'oppose aussi au formalisme de Merce Cunningham, qui est donc dans le média 4. Le Merce Cunningham, ceux qui sont venus me voir danser en danse contemporaine, il y a eu un passage où il y avait un des groupes de danse qui proposait une danse sans musique et très dans les lignes, très très cadré, c'était vraiment très carré. Si tu envoyais le 4e média, Nini. Et voilà, c'est un peu la technique de Cunningham qui est extrêmement réglé, c'est très géométrique, très propre, on a des belles lignes avec les pieds bien pointés, etc. Une technique extrêmement précise. Et donc l'idée dans la postmoderne, c'est de libérer encore un peu les corps. Et aussi, ils ajoutent un peu une dimension, une autre rupture qui arrive sur les lieux dans lesquels on performe. On va essayer de sortir un peu des lieux traditionnels comme les théâtres et les opéras pour proposer
des performances dans des nouveaux espaces. Par exemple, Anna Alprin, qu'on va voir tout à l'heure, elle travaille beaucoup dans des espaces proches de la nature, en plein air. Donc voilà, donc il y a un peu un jeu aussi sur les espaces. Et puis pour faire un petit point aussi sur la danse contemporaine, cette fois-ci j'ai pas spécialement d'image à vous montrer. D'ailleurs, Merce Cunningham et du coup Martha Graham, c'est plus la danse moderne. Hein. Donc là c'est plus une opposition à ces styles-là que j'ai évoqués, la postmoderne. Et la danse contemporaine, c'est là qu'il y a la confusion qui intervient. C'est un terme qu'on utilise un peu pour, dans le grand public. La danse contemporaine, ça renvoie un peu tous les genres en danse qui s'opposent justement à la danse classique. Du coup, on peut intégrer la danse moderne et la danse postmoderne dans ce terme-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un terme un peu galvaudé ? Alors, je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu... Il a tenté. J'avais juste envie de... Voilà, je l'ai tenté, j'avais envie de le placer. Mais bon, j'ai essayé de trouver une définition qui est proposée dans un article de recherche qui est un peu spécialisé dans la danse. Et selon cette définition, ça renvoie aux nouvelles manières de danser marquées par une évolution du rapport au corps qui passe par l'improvisation et par le désir de nourrir un concept, d'expérimenter et de décloisonner les disciplines. Du coup, dans la danse contemporaine, ce qui est un peu plus spécifique à ce genre-là, c'est qu'on va vraiment essayer de prendre des inspirations dans plein de techniques différentes. Ça peut être le cirque, le hip-hop, il y a beaucoup de mélanges. C'est assez pluridisciplinaire en vrai, la technique contemporaine. Ok. Et puis il y a ce concept d'improvisation qui est très important et qu'on va voir aussi avec Anna Alprin. Oh. Donc maintenant qu'on a fait ce petit point... on va dire de vocabulaire, pour avoir un peu les bases sur des concepts importants en danse, on va revenir à notre protagoniste, qui a marqué l'histoire de la danse, je vous l'ai dit, de plusieurs façons. Et la première chose qui est assez novatrice dans son approche de la danse, c'est le fait qu'elle va, comme on l'a vu, sortir des carcans traditionnels de la technique classique et des techniques qui étaient déjà là auparavant, et elle va se concentrer sur l'essence même de la danse, qui est le mouvement. Donc elle va vraiment porter une grande attention au mouvement en lui-même. Et pour cela, donc, elle a créé plusieurs pièces chorégraphiques qui ont pas mal marqué les esprits, dont notamment Parades and Changes, qui date de 1965. Alors, cette choré, elle a marqué les esprits parce que, justement, il y a un moment donné où les danseurs se retrouvent nus sur scène, parce que le concept de la chorégraphie, c'est de se déshabiller et de se rhabiller 3 fois, intégralement. Ok. Mais à chaque fois, ça fait différemment. Et il y a des évolutions dans l'espace, etc. Et l'idée, donc ça a beaucoup choqué parce que bon, les danseurs se retrouvent nus et en 1965, trouver des gens nus sur scène, c'était pas. C'est un peu avant-garde. Voilà, exactement. Ouais. Mais pour elle, c'était. Enfin, elle a fait ça un peu naïvement, j'ai envie de dire. Enfin, j'avais vu un documentaire où elle disait vraiment c'était un peu une approche naïve. Elle voulait pas forcément porter l'attention sur la nudité. Ce qui l'intéressait, c'était vraiment le processus du déshabillement et vraiment tous les gestes qui sont compris dans cette action-là. Donc qui sont finalement décomposés puisqu'on répète 3 fois le même processus, mais de façon différente. Parce que ce qui est intéressant dans l'approche de Anna Alprin, c'est que dans sa chorégraphie, elle ne va pas transmettre un enchaînement de mouvements à ses danseurs, qui est hyper précis justement. Elle va leur donner des tâches, des actions à faire, sans leur expliquer comment ils doivent le faire. Ça c'est intéressant. Ouais. Voilà, ce qui fait qu'il y a une part d'improvisation en fait sur scène, et chaque danseur est obligé de se concentrer sur comment il va faire, d'analyser ce qu'il fait, son mouvement, parce qu'il n'a pas de technique particulière pour le faire. Il sait qu'il doit faire ça. Après, comment tu le fais, tu te débrouilles. Okay. Et donc, tu réfléchis. Et donc, ça te permet aux danseurs-interprètes de vraiment réfléchir au mouvement et de se concentrer là-dessus. Et puis, pour le public, en fait, finalement, personne ne peut vraiment prévoir ce qui va se passer réellement sur scène, parce que il y a une part d'improvisation un petit peu. Et en plus, l'idée de répéter 3 fois le même processus, ça laisse le temps. Au début, tu es choqué parce que tu dis, what, qu'est-ce qu'ils font ? Et puis après, comme ça se reproduit, je pense que tu as le temps de prêter vraiment attention à ce qui se passe. Aux détails, etc. Ouais. Du coup, il y a plusieurs phases. Il y a la phase un petit peu waouh, et puis après, il y a la phase je m'y intéresse. Exact. Et donc, du coup, j'ai un petit extrait à vous montrer. C'est le 5e média déjà. Nini, si tu peux l'envoyer. Becoming an audience favorite after all these years of not being performed. I've been able to really develop it artistically and not worry about the nudity aspect of it. Ah oui, alors I've been able to refine it. It's very minimal. It's really, T'inquiète. Sinon on est ban. Ne t'inquiète pas. Armance qui close la chaîne. Ok. Du coup, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ok, c'est intéressant, ouais. En plus, on avait quelques commentaires du coup de Anna Alprin qui commentait sur le documentaire. Donc, je sais pas ce que ça vous
inspire un petit peu, mais moi je trouve ça assez intéressant comme approche. Ouais, grave, c'est très intéressant, j'avoue. En plus, j'avais un petit peu vu avant l'émission vite fait cette vidéo et j'avais pas compris du coup, j'avais pas l'explication derrière. Et là, effectivement, quand on voit du coup que tout est tourné autour de ça, c'est vachement intéressant. Et c'est quoi du coup les tissus qu'ils ont à la fin Alors là, par le coup, je sais pas, parce que j'ai pas eu plus d'informations que ça sur cette création-là, parce que ça date quand même de 65 et tout, et j'en sais pas plus que ça. Mais bon, je pense qu'il y a tout un travail en effet autour du vêtement, etc. Parce qu'il faut savoir aussi qu'elle revisite un peu, elle a revisité plusieurs fois les pièces qu'elle avait déjà créées il y a longtemps, parce qu'elle a vécu assez longtemps, on va le voir. En fonction des contextes parce qu'elle était assez engagée quand même dans plein de causes sociétales, etc. Et je sais qu'à chaque fois, ça lui arrivait de reprendre des pièces et d'adapter par exemple la fin, etc., de faire évoluer les choses en fonction du propos qu'elle avait envie de tenir sur le moment, quoi. Enfin, dans le contexte dans lequel elle performait ça. Ok, ouais. Voilà, mais du coup là je sais pas exactement ce que ça voulait dire le tissu, mais vraiment là, ce sur quoi elle voulait qu'on se concentre, c'est vraiment le geste, le mouvement qui se cache derrière en fait l'action de se déshabiller et de se rhabiller. Mais là, de toute façon, on a vu un petit extrait. J'imagine, je pense on aurait peut-être su, autour du plateau et même dans le chat, dire un petit peu plus ce que ça nous inspirait si on avait peut-être la version longue. Et c'est normal, on va pas se regarder la version longue. Là, on n'a pas le temps, malheureusement. C'était pour donner un petit aperçu, mais du coup, on peut la trouver sur YouTube ou quoi, peut-être la version longue de ce truc En vrai, vous tapez Anna Alprin et il y a déjà... Alors, il faut savoir qu'elle a fait il y a un documentaire qui a été fait sur elle il y a quelques années. C'est un très, très bon documentaire. Je crois qu'il a reçu certains prix, etc. Et du coup, il y a pas mal d'infos sur cette chorégraphe qui est vraiment très importante et qui a apporté beaucoup de choses en fait au monde de la danse. Pas mal de trucs assez novateurs. Et d'ailleurs, petite transition, le second aspect assez novateur de son approche chorégraphique, c'est en fait son rapport aux danseurs. Donc là, je vous avais dit déjà qu'elle montrait pas exactement les enchaînements qu'elle voulait voir apparaître sur scène aux danseurs. C'est parce que sa vision des choses, c'est que le chorégraphe ne doit pas avoir forcément le rôle du créateur omniscient qui est le seul responsable de toutes les décisions. C'est intéressant, ouais. Elle a vraiment une approche très démocratique de la danse. J'ai entendu. C'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis désolée, j'ai eu un petit écho dans les oreilles, là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, c'est vraiment intéressant parce qu'elle va créer vraiment en interaction avec les danseurs. Et c'est là que l'improvisation, elle intervient. Parce que du coup, elle va laisser une grosse part à l'improvisation dans le processus de création. Et elle crée... Alors déjà, elle a mis en place la dance coopérative, donc qui est vraiment ça, l'idée de faire des ateliers où tout le monde danse et participe à la création. Et généralement, ça a lieu dans un endroit assez précis, donc qui se trouve en plein air et au milieu de la nature, qui a été créé par son mari, qui était un architecte, et donc il a créé un plateau en bois comme ça, où c'est là qu'elle donnait ses ateliers et qui permet de faire aboutir à des créations, mais vraiment à partir de l'improvisation. Et une des créations les plus connues qu'elle a créées, qui est assez connue du grand public pour le coup, et qui est assez représentative de cette approche très démocratique, ça s'appelle la Planetary Dance. Donc c'est un rituel de paix et de renouveau. Alors, on va montrer un petit extrait vidéo. Si tu peux lancer le 6e média, Nini. Voilà, nickel. Alors, c'est en accéléré, parce que ça peut durer des heures, cette chorégraphie. Okay. Alors, l'idée, c'est que c'est un rituel collectif, sans vrai performeur ni spectateur. Donc, les rôles ne sont pas vraiment définis. N'importe qui peut participer. C'est vraiment un groupe de personnes, en fait, qui se réunit et qui va marcher, courir seul ou à plusieurs. Enfin, quand je dis seul ou à plusieurs, on peut suivre un peu le chemin qu'on veut dans cet espace. Et du coup, en fait, pendant un certain temps, l'idée c'est de bouger ensemble dans un circuit un peu circulaire autour d'une troupe de musiciens qui est située au centre. Jusqu'à un peu qu'on en ait marre ou jusqu'à l'épuisement finalement. Et le fait que ça ait lieu en plein air et sur un temps aussi long, ça fait que le groupe il a vraiment le temps de se composer et de se recomposer. Et il y a vraiment une connexion très apaisante qui apparaît à la fois entre les performeurs, donc les uns avec les autres, et avec la nature, et d'où la notion de rituel de paix, etc., et de renouveau. Mais c'est vrai que là, on voit un peu en accéléré, mais ça a l'air... je me dis, quand tu vois en vitesse réelle, en fait, ça a l'air très tranquille. Oui, en fait, c'est très lent. Et ça dure des heures. Vraiment, ça peut durer des heures. Et je pense qu'il y a un peu un côté méditatif qui est très, très présent en vrai dans l'approche de Anna Alprin. Contemplation, en fait. Très contemplation. Et tu as vraiment le temps de te connecter au moment présent. Et je pense que ça doit être très, très puissant. En vrai, ça crée une communauté, en fait, où tu fais corps avec tout le monde. Et c'est assez impressionnant. En vrai, ça donne envie d'essayer. Hein.
Grave, ouais, limite, Allez dans le salon, c'est parti. Cette Planetary Dance, elle est organisée chaque année dans différents pays du monde et elle a déjà eu lieu en France pour la première fois en juin 2013 dans 9 villes différentes. Donc si ça se trouve, ça se retrouvera. Faut vous tenir un peu au courant. Excellent, ouais. Allez, hop, voilà, il y aura peut-être des nouvelles dates. C'est marrant, hein. Mais franchement, je pense que ça doit être quelque chose. Ouais, ça doit être un sacré événement auquel participer. Et puis, en tout cas, je trouve que le fait d'avoir cette vue un peu là de loin, on voit aussi que ça prend forme. Enfin, ça crée vraiment quelque chose, un vrai motif de vue d'en haut qui est très très joli aussi à voir. Donc voilà, je trouvais ça très très cool. Et donc du coup, avec la Planetary Dance, on a déjà évoqué un peu les idées de rituel et de partage, vraiment de communauté. Donc ça transparaît à travers la création chorégraphique de Hannah Alprin, mais ça se retrouve aussi beaucoup dans tout ce qu'elle a transmis à travers les cours qu'elle enseignait dans différentes structures tout au long de sa vie, parce que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, toujours dans cette démarche de démocratisation de l'accès à la danse et à l'art. Dans ses cours, la plupart du temps, elle proposait à ses élèves de dessiner et de danser. Donc l'idée, c'était vraiment de s'exprimer à travers le dessin et à travers le mouvement. Et je parle au passé parce que Hannah Alprin, elle est décédée du coup en 2021. Mais il faut savoir qu'elle avait 100 ans. Ah ouais, incroyable. Et qu'elle a surmonté 2 cancers, en partie grâce à la danse. Alors, dans le documentaire, elle en parle. Ouais. Elle explique que pendant une des séances justement de cours qu'elle donnait, de dessin, pendant qu'elle était en train de dessiner, à un moment donné, elle s'est retrouvée à dessiner une forme qui s'est avérée être une métastase. Et en fait, en faisant ce dessin, elle a senti quelque chose, elle s'est dit je vais aller passer des tests, et elle s'est fait diagnostiquer le cancer. Et en fait, elle a continué de dessiner et de danser pour exprimer un peu tout ce qu'elle ressentait, toutes les émotions et toutes les sensations qui la traversaient pendant la maladie, jusqu'à la rémission, jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Et donc du coup, ça l'a beaucoup aidée, et ça a été un peu un déclic pour lancer un nouveau concept. Alors je sais pas si c'est absolument nouveau, si c'est elle qui est à l'origine de ce seul concept-là, mais en tout cas, elle a développé toute une approche qui est propre à elle, qui est donc la danse-thérapie. Elle a ouvert en fait un institut qui s'appelle le Tamalpa Institute, qui existe encore aujourd'hui, puisqu'elle a ouvert ça avec sa fille Daria. Et donc sa fille a repris le flambeau, elle continue de donner des cours. Et elle a commencé à travailler aux côtés de malades en fin de vie, souvent, atteints du sida ou du cancer. Et l'idée, c'est qu'elle proposait vraiment une approche toujours par le dessin et par le mouvement. Et la notion de rituel, elle était vraiment centrale dans cette notion de thérapie. Et l'idée, elle a développé notamment un des rituels les plus connus, c'est l'autoportrait. C'est un truc qu'elle a vraiment développé elle-même, pour elle-même, quand elle était malade. Je vais vous montrer un extrait vidéo d'environ 1 minute. L'idée, c'est vraiment de se réapproprier chaque partie de son corps et de son histoire aussi. D'abord par le dessin, puis après il y a toute une mise en mouvement de ce visuel en fait qu'on a créé. Et donc l'extrait que vous allez voir, il est assez. Je pense que quand on est un peu extérieur au truc, c'est encore une fois comme c'est un extrait très court. C'est extrait d'un solo qui dure environ 8 minutes normalement. Donc voilà, c'est un tout petit extrait. Ça peut paraître un peu lunaire, je pense, mais c'est quelque chose de très intime et de très profond et assez, encore une fois, assez contemplatif, assez méditatif, qui, en tout cas, je pense que ça vaut la peine d'être vu. Et il faut savoir, donc l'extrait que je vais vous montrer, c'est le Média 8, Nini, que tu vas pouvoir bientôt envoyer. Il est performé, donc c'est une performance qui est faite par... Bon, voilà. C'est une performance qui est faite par une des professeurs du Tamalpa Institute. Ok. Ça, c'est un dessin qu'elle a fait. Voilà. Okay. Et d'ailleurs, en fait, là, elle dit I'm a snake. Il y a vous voyez, si on regarde bien sur le dessin, il y a le serpent qui monte sur la jambe de. Et donc lié à la danse-thérapie, du coup. Ouais. C'est un des rituels qui sont menés dans le cadre de la danse-thérapie. Ok. Ouais. En fait, c'est comment tu arrives à prendre conscience de ton corps aussi, je pense. C'est exactement ça. Tu vis des choses. L'idée, c'est de réinjecter un peu, ta volonté aussi dans ce que tu vis, de reprendre un peu, de te réapproprier ce qui est en train de se passer en toi, dans ta vie, à travers l'art. Ah, c'est super intéressant. Et de le sublimer un petit peu d'une certaine manière. Ouais. Ok, donc côté méditatif qui du coup a fonction de prendre vraiment conscience de son corps, de conscience potentiellement de ses douleurs, de ses faiblesses, et donc le côté thérapie, c'est ça ? Je sais pas si c'est prendre conscience, mais en tout cas c'est vivre avec et tu vois et dans en faire quelque chose finalement et ouais, il y a peut-être un côté d'acceptation, une façon de lui faire du bien, sublimation, tu vois. Ok, ouais. D'accord. Parce que voilà, et je sais pas, ça apaise aussi. Je pense qu'il y a un côté un peu de contrôle aussi. Je sais pas, je pense que c'est un mélange de pas mal de choses.
Voilà, mais c'est assez profond et d'ailleurs, elle dit ça a vraiment changé son rapport à la danse à Hannah Halprin parce qu'elle disait qu'avant son cancer, elle consacrait sa vie à l'art puisqu'elle était danseuse et chorégraphe, mais après son cancer, elle a consacré son art à la vie. Et donc vraiment, c'est beau. La danse au service de la thérapie et de la vie, etc. Et d'ailleurs, cette approche, elle se poursuit d'une autre manière qui est assez intéressante. Elle a aussi travaillé avec des personnes âgées. Donc toujours dans cette démarche un petit peu de montrer que la danse est accessible à tous et qu'elle nous fait énormément de bien. Donc si tu veux envoyer le 9e média au Cinini, on va voir un peu des images. Donc ces photos, moi je les trouve géniales. Ces photos, elles sont extraites d'une performance qui a eu lieu il y a quelques années où Hannah Halprin, elle a réuni plein de personnes âgées qu'elle a assises sur des chaises à bascule pour que tout le monde puisse participer parce qu'il y a des personnes âgées qui ne sont pas forcément capables de se tenir debout, qui n'ont plus forcément la force de se tenir debout. Donc l'idée là, c'est que tout le monde soit égal. On est sur une chaise et elle les a engagés dans une danse un peu méditative, assez puissante parce que vous imaginez, enfin là c'est des images, on ne voit pas tout, mais il y avait quand même un certain nombre de personnes âgées qui étaient assises comme ça, ensemble, c'était très très puissant et ça leur permettait aussi de regagner un peu d'attention en tant que personne âgée et de pouvoir s'exprimer un peu tous en chœur. Et puis un côté communautaire, voilà, là où en personne âgée tu peux être soit te sentir isolé. Un petit peu seul, isolé, voilà quoi, Ouais, et puis dans le documentaire, elle expliquait qu'elle avait été très agréablement surprise du retour aussi des personnes âgées qui étaient vraiment heureuses de pouvoir se faire passer pour des danseurs. Je pense qu'il y avait un peu un côté où tu as de nouveau les projecteurs sur toi, ça manque un peu quand tu vieillis et ils avaient vraiment la place de s'exprimer. Et voilà, c'était un moment de partage ensemble très joyeux. Donc voilà, et donc c'est sur ces belles images que je veux conclure la pulpe d'aujourd'hui. Et j'aimerais bien rappeler, du coup, comme l'a montré Hannah Halprin tout au long de sa vie, que tout le monde peut danser et que la danse peut sauver des vies, finalement. Voilà. Très beau message. Franchement incroyable. Merci beaucoup Armance. C'était une pulpe super intéressante. C'était vraiment un très très bon, un très grand moment de zeste. Voilà, j'ai envie de dire. Franchement, en vrai, c'était vraiment trop intéressant. Ça fait plaisir les pulpes comme ça. Alors que on a des très très bonnes contributions très intéressantes aussi à ta pulpe dans le chat, notamment Locals qui disait on dirait les fourmis quand elles sont perdues. Franchement, c'est le climax de la pulpe quoi. Merci à toi.